tout à l'heure, parce que de même que l'HES, actuel HEIP, s'édicmait, sans la fondatrice, il n'y aurait pas eu cette école où nous sommes aujourd'hui. De même, la revue politique et parlementaire, c'est Marcel Fournier. C'est lui qui l'a porté à l'origine tout seul, il faut le savoir. Il l'a créé, il a fallu 1 an et demi pour que des bailleurs de fonds s'ajoutent en fait à lui, viennent l'épauler. Alors malgré tout, Marcel Fournier est un homme de réseau, des réseaux républicains. Il a la République chevillée au cœur. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte très difficile qu'évoquait tout à l'heure Arnaud, il va décider, en fait, nous sommes au milieu des années 1890, de fonder cette revue. Parce que nous avons une image, je dirais, un petit peu aseptisée, une recomposition historique de la Troisième République, mais Arnaud l'a très bien dit tout à l'heure, les choses n'étaient pas évidentes. Les républicains ne prendront définitivement le pouvoir dans cette Troisième République qu'en 1879, quand le président Jules Grévy, qui est un authentique républicain, succédera au président maréchal de MacMahon, qui démissionnera en janvier 1879. Et les années 1880 sont des années extrêmement difficiles, marquées entre autres par une polarisation politique. Les monarchistes sont encore extrêmement nombreux et ils ambitionnent de renverser la République. Alors, les monarchistes, ce sont les légitimistes, les partisans de la branche aînée des Bourbons, les orléanistes et puis les bonapartistes qui redressent très sérieusement la tête dans ces années-là, même si ils ont subi un double coup dur, la mort de Napoléon III en exil en 1873 et celle de son fils unique, le prince impérial, en 1879. Mais il y a un nouveau prétendant bonapartiste et dans les élections du début des années 1880, les bonapartistes gagnent des sièges. D'autant plus que, je crois qu'Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, eh bien le général Boulanger est une figure émergente et en 1889, il a lancé un programme de révision constitutionnelle et il a failli prendre les rênes du pouvoir. Alors au début des années 1890, le général Boulanger n'est plus là. En revanche, la République est ébranlée par un certain nombre de scandales. On évoquera le scandale des décorations qui remonte jusqu'à l'Élysée, puisque le gendre du président Grévy avait ouvert, imaginez, une officine au sein même de l'Élysée pour trafiquer des légions d'honneur. Donc ça va entraîner la démission du président de la République. Il y a, Arnaud l'évoquait tout à l'heure, bien évidemment le scandale de Panama, qui va éclabousser un très très grand nombre de parlementaires. Et vous avez dans cette Troisième République des élections qui ont lieu, des élections législatives, qui ont lieu tous les 5 ans. Et en 1893, des élections extrêmement intéressantes, puisque, je dirais, sur l'aile droite, un danger qui est peut-être moindre, dans la mesure où les monarchistes se sont en partie ralliés ou sont en cours de ralliement, dans la mesure où le pape Léon XIII leur a demandé de se rallier au régime républicain. Ils seront quand même, notez-le, 88 à être élus dans cette assemblée de 1893, mais en revanche, sur l'aile gauche, de grandes menaces. D'abord la menace des anarchistes, qui font un grand nombre d'attentats dans ces années-là. Il faut savoir que Jules Ferry sera victime d'un attentat au Sénat et il mourra d'ailleurs des suites de cet attentat. Les républicains de gouvernement voteront ce qu'on appelle les lois scélérates, dont on a reparlé récemment dans un autre contexte d'attentat il y a quelques années, parce que vraiment cette menace anarchiste est très très forte. Vous avez les socialistes qui en 1893 sont une 50aine d'élus à la Chambre, et puis vous avez, troisième élément, les radicaux qui sont positionnés à l'époque à l'extrême gauche et qui eux sont 150. Et Marcel Fournier, lui, c'est un républicain modéré. C'est un héritier de la famille politique de Léon Gambetta, ceux que l'on appelle les opportunistes. Alors, Gambetta est positionné un peu plus à gauche que ne l'est Marcel Fournier. Gambetta est mort en décembre 1882, mais il a des héritiers, on les évoquera sans doute tout à l'heure, qui sont dans les cercles du pouvoir à cette époque-là. Et on assiste au début des années 1890 à une recomposition des forces politiques. C'est-à-dire que les opportunistes s'allient avec un certain nombre de conservateurs, dont beaucoup sont d'anciens monarchistes, et ils vont constituer ce que l'on appelle les républicains progressistes.
Alors faites très attention, bien sûr, avec ce terme de républicain progressiste. Quand on parle de progressisme aujourd'hui, on est positionné plutôt à gauche sur l'échiquier politique. À l'époque, c'est le centre droit de l'échiquier politique. Marcel Fournier se reconnaît complètement dans ce positionnement politique. Or, ces républicains progressistes n'ont pas, je dirais, de cercle d'influence. Ils n'ont pas de revue pour faire valoir leurs idées. Et Marcel Fournier, qui est professeur de droit, et c'est vraiment, on peut lui rendre hommage, extrêmement courageux de sa part, va abandonner une carrière extrêmement prometteuse pour fonder, sans filet, encore une fois, il est tout seul, cette fameuse revue qui est la Revue politique et parlementaire, dont le premier numéro paraîtra le 1er juillet 1894, pour porter ces idées du républicanisme progressiste. En 2 mots, je vous dis de quoi il s'agit. Une république parlementaire, une république modérée et assise sur le pouvoir du Parlement. Donc c'est pas du tout, si vous voulez, une version verticale de la République, comme on a pu en avoir une en 1849 avec Louis-Napoléon Bonaparte, et puis comme on en a une, il faudra attendre très longtemps après, avec le général de Gaulle sous la Ve République. Au contraire, une république parlementaire, une république de députés et de sénateurs, et c'est la formule qui séduit Marcel Fournier et qu'il veut promouvoir dans sa revue. Nous sommes à une époque où la question sociale est au cœur de tous les débats. Prenons 3 personnalités complètement différentes. Vous avez cité le pape Léon XIII. C'est l'époque où il publie sa fameuse encyclique sociale qui va être fondatrice de la doctrine sociale de l'Église. Je prends une autre personnalité comme le maréchal Lyoté, qui publie à la même période son ouvrage sur le rôle social de l'officier. Zola, bien évidemment, comme écrivain. Comment se situe Marcel Fournier par rapport à la question sociale? Alors ici, je pense que l'autre intervenante reviendra davantage pour évoquer le positionnement de Dick May. Il y a une énorme différence, je vais vous décevoir, avec Dick May. Dick May a une vraie fibre sociale. C'est que son nom, c'est Jeanne Weil, et elle est la sœur de George Weil. Alors, évoquons en 2 mots George Weil. George Weil, c'est le très très grand historien du Parti républicain. Il publiera une monographie qui fait autorité. C'est le premier grand historien de la laïcité. J'ai publié il y a quelques années un livre sur la laïcité où je fais état des travaux de George Weil. Et c'est également un républicain social, comme l'est sa sœur Dick May. Alors Marcel Fournier, lui, il n'a pas la fibre sociale, soyons très très clairs, gravite dans ses réseaux un certain nombre de républicains sociaux. La figure la plus intéressante, c'est le comte de Chambrun, que nous évoquions tout à l'heure, qui fait le lien d'ailleurs, notez-le au passage, entre Dick May et Marcel Fournier, puisque le comte de Chambrun sera l'un des gros bailleurs de fonds à partir de 1895 de la revue politique et parlementaire. Il fait partie de ces hommes qui, une fois que Marcel Fournier aura fait ses preuves avec les premiers numéros de la revue, va voir tout l'intérêt qu'il y a à s'appuyer sur Fournier et sur la revue, et va donc rallier la revue. Alors, le comte de Chambrun est une véritable fibre sociale. C'est ce qu'on appellerait, si vous voulez, aujourd'hui, un patron paternaliste. Il a été dit tout à l'heure qu'effectivement, par son épouse, Godard des Marais, il est l'héritier de la cristallerie de Baccarat. C'est un très très grand propriétaire foncier en Lozère. Son parcours est d'ailleurs extrêmement intéressant puisqu'il a débuté comme député bonapartiste sous Napoléon III. Avant d'être abandonné par le régime, il perd la candidature officielle et donc de devenir député libéral. Mais tout au long de ces années, il a déjà cette volonté de faire le bien pour les ouvriers, les gens pauvres de la société. Et avec l'avènement de la République, il va renforcer cette polarité. Alors, dans l'entourage de la revue politique et parlementaire, il y a un certain nombre de personnalités comme celle-ci. Je m'en excuse, Arnaud. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'évoquer les autres réseaux autour de la revue politique et parlementaire. En fait, cette revue, même s'il y a du social dedans, est avant tout une revue, vous l'avez compris, politique, promouvoir les idées des progressistes et aussi d'intérêt économique. Il y a une forme de lobbying économique et colonial autour, à l'origine, les choses ont bien changé aujourd'hui, autour de la revue politique et parlementaire. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir vers Sarah El-Matari, qui va nous parler un petit peu plus de la personnalité de Dick May. Alors
Alors d'abord parce que le père de Dickmé, comme je l'ai dit tout à l'heure, était grand rabbin et en tant que grand rabbin, il avait été amené à organiser l'enseignement dans les colonies, en particulier en Algérie. Et moi, je suis convaincue que cette expérience pédagogique de son père a dû influencer Dickmé et son frère d'ailleurs, parce que son frère cadet Georges Weil deviendra professeur d'université et un célèbre historien. Ensuite, Dickmé adhère aux idéaux républicains. Or, depuis la Révolution française, la République croit fermement au potentiel d'émancipation de l'éducation. C'est l'éducation qui permet l'émergence d'un citoyen et c'est l'éducation qui est le ciment et le ferment de la démocratie. Donc, Dickmé est convaincu de cela. Il faut rappeler aussi le contexte historique dans lequel elle s'inscrit. Dickmé est née en 1859 et donc elle arrive à pleine maturité dans les années 1870-1880. En 1870, il y a une guerre importante, c'est le conflit franco-prussien qui va amener la chute du Second Empire et qui est vécu comme un véritable désastre en fait par la plupart des Français et en particulier par les élites. On a la sensation à ce moment-là que cette défaite marque la victoire de l'Allemagne. On parle souvent de la victoire de l'instituteur allemand, mais aussi la victoire de l'université de Berlin. Et c'est dans ce contexte qu'une école comme l'école libre des sciences politiques, l'actuelle Sciences Po, est créée. Alors on dit souvent que ça a été un modèle pour Dickmé. Je ne le crois pas. Je pense que c'est plutôt un contre-modèle. En tout cas, si elle s'en inspire, c'est pour, en contrepoint, faire autre chose avec une école qui est, enfin d'abord le collège libre des hautes études sociales, puis l'école des hautes études sociales, qui est beaucoup plus tournée vers la formation démocratique. Parce que l'école libre des sciences politiques formait essentiellement des cadres, des administrateurs de l'État, avec un enseignement très libéral, qui est en fait peu ou prou le même qu'il y aura en fait dans les établissements de Dickmé, une forte importance du droit, de l'économie, de formes de sociologie ou d'économie sociale. Mais Dickmé ajoute sa petite touche personnelle, si j'ose dire, c'est l'importance accordée aux arts, à la littérature, bien sûr, mais aussi aux arts visuels, peinture, tout ce qui est ornemental, au théâtre et à la musique. C'est un des premiers établissements en fait, qui voit l'émergence de la musicologie comme discipline. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Dickmé est l'une des fondatrices des SHS, comme on dirait aujourd'hui. Elle rêve en fait cet établissement comme un établissement qui mettrait les différentes disciplines en interaction, toujours dans une perspective historique et sociale. Dans cet établissement, la morale républicaine est centrale. Alors on parle beaucoup de la morale républicaine à l'école primaire, etc. Mais on oublie en fait qu'elle avait aussi un rôle essentiel dans l'enseignement supérieur. Et ça, c'est lié à une chose, pour Dickmé, une sorte de traumatisme qui est celui des attentats anarchistes des années 1890 en France. Elle a la sensation qu'il y a une sorte de délitement du lien social et elle, au départ, est très hostile aux anarchistes, elle va le devenir un peu moins après. Elle veut vraiment reconstruire le lien social et ce qui lui importe, en fait, c'est l'idée démocratique, c'est la communauté démocratique. C'est pourquoi elle espère que ces établissements soient ouverts au plus grand nombre, dans l'esprit des universités populaires qu'elle a fréquentées. Alors, en pratique, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas énormément de sources pour juger de qui fréquentait les écoles à cette période, à la Belle Époque, mais il y avait certainement moins d'ouvriers et d'employés que d'étudiants de la Sorbonne qui venaient compléter leur formation dans les écoles, et puis un public mondains ou semi-mondains, des docteurs, des avocats, des professeurs d'université, des belles dames aussi. Nous avons discuté avec Sarah Almatari, qui est une forme d'invisibilité finalement de Dickmé. Elle est au centre de tous les réseaux, mais elle n'est pas vraiment en avant. Il semble que Marcel Fournier soit un petit peu le cas aussi. Oui. Il est un petit peu finalement assez en retrait, mais par contre, il va être fondamental dans l'arrivée de Vallée-Grousseau. Oui, tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que disait la collègue à l'instant, parce qu'il y a un autre point commun, bien évidemment, c'est l'école. L'école au sens le plus large du terme, l'école de la République, avec un E majuscule. Et tout ça est au centre du projet de Marcel Fournier, comme, bien évidemment, de Dickmé, fondatrice d'école. Alors, l'école de la République, l'école primaire, de manière à forger des citoyens
qui seront de bons républicains, mais également, et Arnaud l'évoquait tout à l'heure, forger une élite. Ça, c'est l'obsession absolue, en fait, de Marcel Fournier. C'est pour ça qu'il a créé sa revue, pour donner des idées, en fait, à l'élite qui avait été littéralement mise à bas par la guerre de 1870. Et dans les premiers numéros de la revue politique et parlementaire, avec notre secrétaire de rédaction, je me suis replongé et je me suis livré à quelques statistiques sur les 7 années, le septennat pendant lequel Marcel Fournier est à la tête de la revue. Eh bien, ce qui concerne l'école primaire, mais ce qui concerne également les facultés, l'école libre des sciences politiques, et puis à partir de la fondation de notre école occupe une place tout à fait prépondérante. Vous avez à peu près 15% d'articles, c'est considérable pour une revue généraliste, qui portent sur ces questions de formation. Alors, deuxième partie de votre question, effectivement, Marcel Fournier, c'est un homme à la fois fondamental, mais un homme qui reste dans l'ombre. Il ne veut pas se mettre en avant. Il est le principal bailleur de fonds de la revue qu'il a fondée. Il a mis toutes ses économies dedans, en fait. Il possédera 51% du capital social de la revue tant qu'il sera à sa tête. Ça vous donne une idée de son implication. Il en est le directeur et il en est le rédacteur en chef, épaulé par 2 de ses collègues de la faculté de droit, pour être sûr d'avoir les rênes. Mais en revanche, en dehors de quelques éditoriaux, il ne publie pas d'ailleurs tous les éditoriaux de la revue, eh bien, il ne signe pas beaucoup d'articles dans la revue. En fait, c'est un homme de réseau avant tout, et il va chercher à promouvoir cette élite républicaine progressiste. Alors, il y a un nom que vous avez évoqué, et on doit bien sûr le citer, c'est Pierre Waldeck-Rousseau. Alors, Pierre Waldeck-Rousseau, c'est une très très grande famille nantaise. Je rappellerai que son père, René Waldeck-Rousseau, a été maire de Nantes au moment de l'Empire libéral, en pleine guerre de 1870, en août 1870, et il le restera au tout début de la Troisième République. Et Pierre Waldeck-Rousseau va entreprendre une carrière politique dans les pas de Léon Gambetta, dont je vous parlais tout à l'heure. Gambetta l'a repéré, on lui prête la formule, je publie une biographie de Gambetta l'an prochain, on lui prête la formule à Gambetta, ce Waldeck-Rousseau, il est si brillant que je veux en faire mon principal héritier. Il va le faire entrer dans ce qu'on appelle le grand ministère, un ministère un petit peu éphémère qui porte mal son nom, décembre 1881, janvier 1882. Il lui a mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Et à la suite, après la mort de Gambetta, une mort prématurée, vous le savez sans doute, le 31 décembre 1882, Waldeck-Rousseau, qui est très fin politiquement, va voir que désormais l'homme fort de la République, c'est Jules Ferry, ami et rival de Gambetta. Il va attacher ses pas à ceux de Jules Ferry. Il sera le ministre incontournable des gouvernements ferristes à la suite. Et Marcel Fournier l'a bien repéré, il voit que l'homme est extrêmement brillant et il va mettre en quelque sorte la revue politique et parlementaire au service de Waldeck-Rousseau. Alors Waldeck-Rousseau, c'est l'une des 2 figures des républicains progressistes des années 1890. Il a un grand rival que vous connaissez peut-être, Jules Méline. Jules Méline, homme d'État s'il en est, c'est aujourd'hui encore, nous allons fêter l'an prochain le centenaire de sa mort, il a une carrière très très longue, 1925, le ministre de l'Agriculture emblématique. Quand vous allez aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, il y a une immense statue de Méline. Je vais organiser un colloque et bien évidemment, mon gros bailleur de fonds, c'est le ministère de l'Agriculture. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, en fait, quand on analyse les choses de façon très très pointue, on se rend compte que Marcel Fournier est plus proche de Waldeck-Rousseau parce qu'il le juge plus brillant, et il va aider Waldeck-Rousseau à fonder ce qu'on appelle le grand cercle républicain, très important pour notre propos du jour. C'est un cercle de réflexion et de réseau qui va rayonner sur toute la France. On dirait aujourd'hui, pardonnez-moi l'anachronisme, un think tank avant la lettre, pour justement donner un corpus de doctrine aux républicains, comme l'est la revue politique et parlementaire. Donc, il est proche de Waldeck-Rousseau parce qu'il le juge très très brillant. Il y a également un tropisme Dreyfusard chez lui. On reviendra peut-être tout à l'heure sur l'affaire Dreyfus. Marcel Fournier est Dreyfusard. Et Waldeck-Rousseau, dans les progressistes, mène le camp Dreyfusard. En revanche, en termes de positionnement politique, il trouve que Waldeck-Rousseau est un petit peu trop à gauche. Et d'ailleurs, en 1899, Waldeck-Rousseau constituera
ce gouvernement de concentration républicaine avec les radicaux et avec un socialiste indépendant qui s'appelle Alexandre Millerand. Et ça, c'est intolérable pour Marcel Fournier. Il va se rapprocher à ce moment-là de Jules Méline. Jules Méline, qui est, lui, anti-Dreyfusard et qui, par ailleurs, souhaite se rapprocher davantage de la droite, des conservateurs. Et en fait, c'est le positionnement politique de Marcel Fournier. Et comme Waldeck-Rousseau est aux affaires et qu'il ne veut pas être en porte-à-faux avec lui, c'est ce que je dis dans l'article que j'ai remis à la revue Politique et Parlementaire et qui est apparu dans le dernier numéro, la raison de son départ de la revue, après un septennat de direction, la revue qu'il a fondée en 1901. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir vers Sarah Al-Matari, une dernière intervention en vidéo. Dickmé est ce qu'on appellerait aujourd'hui une personne ressource. Elle se trouve au centre de différents réseaux qui d'ailleurs se recoupent les uns avec les autres. D'abord en fait le réseau du musée social dont j'ai parlé et qu'on présentait à l'époque comme l'antichambre de la chambre, c'est-à-dire une sorte de porte ouverte en fait sur le Parlement. Elle connaît tous les grands parlementaires de l'époque, parlementaires républicains notamment, qui interviennent massivement dans ces écoles et gracieusement. Ça, il faut le dire parce qu'au début, en fait, quand elle crée ces établissements, elle n'a pas les moyens de rémunérer, elle n'a même pas les moyens de payer le transport. Donc, elle invente toute une série de trucs pour, par exemple, inviter des gens qui sont des journalistes par ailleurs et qui peuvent se faire payer le transport quand ils viennent de province ou de l'étranger par le journal pour lequel ils travaillent. Donc ça, c'est un premier cercle. Deuxième cercle, les cercles des universités populaires, et notamment une université populaire qui est une des premières, qui est la coopération des idées, où elle va rencontrer la plupart de ses futurs collaborateurs. Et ils sont pour une grande part militants de Dreyfusard, elle aussi va l'être, même si on a peu de sources sur son engagement, et c'est une chose qui va la guider toute sa vie. Troisième cercle très important, le cercle des universitaires, à la fois les universitaires qui gravitent autour de la Sorbonne. Il faut savoir que Dickmé, bien qu'elle soit restée officiellement célibataire, a entretenu un très long compagnonnage avec un homme qu'on présente parfois comme son amant, mais j'aime pas trop dire ça parce que ça veut rien dire. D'abord, il était veuf, et puis ensuite, ils ont vraiment, c'est un couple intellectuel, ils ont vraiment fait des choses ensemble toute leur vie. C'est Alfred Croiset, le doyen de la Sorbonne. On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle a rencontré, mais on s'imagine que c'est peut-être grâce à lui qu'elle a réussi à placer l'école des hautes études sociales au 16 rue de la Sorbonne, c'est-à-dire face à l'université. Donc les contributeurs n'avaient qu'à traverser la rue pour aller enseigner, souvent gracieusement chez Dickmé. Et c'est toute l'équipe de ce qu'on appelait, ce que l'extrême droite appelait la nouvelle Sorbonne, les nouveaux pédagogues. Alors il y a Durkheim, il y a Lançon, il y a Seignobos, tous ces gens-là en fait viennent enseigner chez Dickmé. Autre cercle important, par son frère, qui est normalien, Georges Weil, le cercle des normaliens. Ça recoupe aussi souvent les cercles Dreyfusard. Et parmi en fait, les camarades de son frère, il y a beaucoup de juifs et de protestants progressistes. Et on retrouve énormément de juifs et de protestants dans les intervenants des écoles de Dickmé, mais pas que. Mais évidemment, l'extrême droite va s'en saisir pour faire campagne contre Dickmé en disant que voilà, son école est une école bien française, je cite. Et évidemment, c'est une antiphrase xénophobe. Voilà. Autre réseau qui recoupe aussi les réseaux Dreyfusard, c'est l'avant-garde symboliste. Il ne faut pas oublier que Dickmé, elle vient de ce milieu-là au départ. Elle gravite dans le milieu de la Revue Blanche et elle connaît des tas de poètes et de littérateurs, dont d'ailleurs certains vont devenir d'extrême droite ensuite. Et elle va aussi inviter ces gens à l'école. Donc voilà, elle est au centre d'un cyclone, comme elle dit dans une de ses lettres, en tout cas au centre d'une nébuleuse, qui est une nébuleuse essentiellement progressiste, et elle va en tirer parti pour cartographier d'une certaine manière Paris. Elle habite sur la rive droite, rue Victor Massé, qui est la partie
je dirais, plus mondaine de Paris, où elle invite à domicile, elle tient salon, mais elle tient aussi salon au 16 rue de la Sorbonne, dans son école, un salon qui est peut-être plus intellectuel, mais il y a des circulations en fait entre la rive droite et la rive gauche, et ça lui permet en fait de tenir tout Paris, au point qu'on a besoin d'elle, et l'économie du service dont j'ai parlé tout à l'heure fonctionne justement sur des prêtés et des rendus. Elle s'entoure de ce qu'elle appelle des hommes utiles. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils sont non pas utiles simplement à elle en tant qu'individu, mais utiles à l'intérêt général et à la cause éducative et pédagogique et républicaine qu'elle sert. Mais ils sont aussi utiles au sens où ils ont une efficacité par les postes qu'ils occupent, parce que beaucoup sont des gens très en vue, notamment des parlementaires, qui ensuite peuvent, à la Chambre, porter les projets, les faire financer, porter les projets de Dickmey et trouver les soutiens nécessaires. Une différence entre Dickmey et Marcel Fournier, oui. L'une est dreyfusarde, l'autre ne l'est pas. Oui, oui, oui. Alors, cette question des réseaux est très intéressante parce qu'effectivement, il y a des points communs, il y a des différences. Alors, le point commun, c'est la recherche de l'utilité pour le bien de la revue et de la République, indéniablement. Marcel Fournier est un petit peu embêté par rapport au dreyfusisme parce que lui-même, alors il n'est pas positionné, je ne dirais pas qu'il est anti-dreyfusard, simplement il considère que ça divise la nation et la République et que c'est donc extrêmement néfaste. Et d'ailleurs les progressistes se clivent en deux. Il faut savoir que le parti progressiste éclatera à cause de l'affaire Dreyfus. Je vous ai dit Méline d'un côté, Waldeck-Rousseau de l'autre, et en 1902, ce sont les radicaux qui gagneront les élections législatives. Donc positionnement plus à gauche, positionnement de Dreyfusard. Là, un point commun, puis après je conclurai sur la différence en termes de réseau, c'est l'intellectualisme, les réseaux intellectuels. La Sorbonne, très bien représentée parmi les rédacteurs de la revue. Vous avez de grands philosophes, vous avez Alfred Fouillet, qui est l'un des plus grands philosophes républicains, qui est l'un des rédacteurs, l'un des contributeurs réguliers de la RPP. Vous avez Émile Levasseur, professeur d'économie politique, une sommité qui remet une dizaine d'articles en 7 ans à la revue politique et parlementaire. Tous les plus grands professeurs de droit, là c'est le réseau bien évidemment de Marcel Fournier. Il a été pendant 1 an et demi lui-même professeur de droit à Rennes, puis à Caen, avant de se lancer dans l'aventure de la RPP. Alors l'énorme différence, c'est l'intérêt pour l'économie, parce que je voudrais terminer comme sur le lobbying. Effectivement, dans cette revue, l'intérêt colonial, le prince d'Arenenberg, qui en fait préside à l'Assemblée le groupe sur France-Afrique, donc on a tout dit ici. Et puis les milieux économiques, les milieux des grandes sucreries, on pensera ici à Béguincet, les lignes de chemin de fer. Avant la création de la SNCF en 1937, on a un réseau français avec 6 grandes compagnies. Les 6 grandes compagnies abondent en fait au capital à partir de 1895 de la revue. Et il y a un retour sur investissement puisque la revue est très hostile aux nationalisations des chemins de fer et très attachée aux entreprises privées. Donc vous voyez, ça c'est quand même une différence avec Dickmey, un ancrage, je dirais, dans l'économique très très prononcé pour la RPP. Et on aurait pu évoquer la géopolitique. C'est vraiment une revue généraliste qui veut donner une pensée à l'élite républicaine. Éric Anson, merci. On vous retrouve à l'ouverture du numéro des 130 ans de la revue, avec un article qui évoque le contexte, bien évidemment. On peut vous retrouver aussi à la librairie qui est installée sur le côté gauche, ici, à ma gauche. Et donc, Éric Anson est disponible éventuellement pour ceux qui voudraient faire dédicacer leurs ouvrages. Je vous remercie très chaleureusement pour cette mise en contexte qui était extrêmement importante pour savoir d'où nous venons.